Bonsoir, je m'appelle Olivier Sauvage. Je vais vous faire une conférence sur la conversion sur les sites de vente d'abonnements de presse. Alors, un petit conseil, vous allez devoir vous tourner vers l'écran parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et si vous ne les voyez pas, ma conférence ne va pas être très utile en fait, parce que si je vous dis des trucs et que vous ne regardez pas en même temps, ça ne va vraiment pas vous parler beaucoup. Donc ce soir, je vais vous parler d'un cas, d'une opération qu'on a réalisée avec mon agence pour un de nos clients. C'est pas très souvent en fait que je fais des conférences sur les cas clients parce que c'est ce que disait Rodolphe tout à l'heure. En France, c'est un peu compliqué en fait de parler des clients. Ils aiment pas trop ça, contrairement à peut-être ce qui se passe aux États-Unis où on voit beaucoup de cas clients qui sont évoqués comme ça sur les blogs. C'est un peu plus compliqué en France. Et puis là, c'est un domaine un peu particulier, c'est l'abonnement de magazines. Alors, il faut savoir que la presse, je ne sais pas comment ça se passe au Québec ou aux États-Unis, mais en France, c'est assez compliqué pour la presse de passer au digital. Pour la presse quotidienne notamment, un peu moins peut-être pour la presse magazine, mais n'empêche qu'aujourd'hui ils sont encore en phase de recherche de modèles économiques, ils ne savent pas trop est-ce qu'il faut vendre les articles à l'unité, est-ce qu'il faut faire que du numérique, est-ce qu'il faut abandonner le papier, voilà, ils sont en plein questionnement, c'est pas forcément évident pour eux. Prisma, alors il y a des marques que vous devez connaître, je pense au Québec comme Géo. Il y a, j'allais dire GQ, mais GQ c'est pas Prisma. Il y a HBR, Harvard Business Review, qui est une marque américaine qui a été rachetée par Prisma récemment. Donc c'est vraiment le numéro 1 de la presse magazine en France. Ils ont 26 marques. Je vous ai cité Géo, HBR, ça m'intéresse. Leur principale marque, c'était les loisirs. C'est du programme télé. Voilà, c'est ça qui intéresse les Français, c'est la télévision. Mais donc c'est un groupe qui est très varié avec des produits extrêmement variés. Et l'abonnement presse, à vendre en ligne, c'est un peu compliqué parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous leurs concurrents, tout le monde vend à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde vend de l'abonnement Géo, tout le monde vend de l'abonnement ça m'intéresse, etc. Et tout le monde vend les choses au même prix. Le seul moyen de vendre moins cher, c'est de faire des remises assez lourdes aux étudiants, à des entreprises, etc. Mais ça reste un domaine un peu compliqué. Et pour se battre dans ce domaine-là sur le digital, c'est pas vraiment simple. Nous, ça fait 3 ans qu'on accompagne Prisma là-dessus. Et donc, on passe notre temps à s'interroger en fait sur ce qu'on peut faire pour améliorer la performance du site. C'est pas forcément simple et c'est ça dont je vais vous parler ce soir. C'est comment on a résolu un problème aujourd'hui de conversion par rapport à leur fiche produit magazine. Donc le problème, comme c'est marqué à l'écran, c'est ça, c'est en fait, là ce que vous voyez c'est une page produit, enfin c'est l'ancienne version où on présentait un magazine, donc Géo, et puis en bas, comme vous allez le voir là-dessus, en fait vous avez les différentes offres d'abonnement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez regarder vous-même les différentes offres qui sont dans des cases. Honnêtement, c'est incompréhensible. Nous-mêmes, on ne comprenait pas trop ce qu'on faisait. Et à la fin, en fait, on se retrouvait tous comme... c'est Grumpy, je ne sais pas comment il s'appelle ce chat, mais... Comment il s'appelle ? Ok, bon voilà. Donc, peu importe. Les gens, je pense qu'ils devaient ressembler à ça au bout d'un moment, parce qu'ils ne comprenaient pas les offres. Et effectivement, on avait vraiment du mal à les comprendre et à les comparer. Donc en fait, on avait plein de problématiques réunies à la fois, qui étaient des problématiques de présentation de l'offre, parce qu'on ne pouvait pas les changer, mais il fallait qu'on les garde tout de même, ces offres. On ne peut pas changer les offres comme ça, c'est même compliqué techniquement. Il fallait qu'on arrive à enrichir l'expérience utilisateur, qu'on arrive à proposer quelque chose d'autre aux gens que des simples fiches produits, qui sont finalement un peu similaires d'un site à l'autre. Et du coup, ça rend très compliqué pour les utilisateurs le choix à faire chez qui je vais acheter mon abonnement. Alors, c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe sur un site, de comprendre ce que font les gens et pourquoi ils achètent et pourquoi ils n'achètent pas. On a du mal à le déterminer. Il y a plein de méthodes pour le faire. Alors la méthode la plus connue chez les gens du marketing, c'est les web analytics. Mais encore une fois, alors je vais citer souvent Rodolphe parce qu'en fait on pense exactement la même chose et on fait à peu près la même chose. Donc du coup c'est assez facile. Il a déjà mâché la moitié du travail. Mais par exemple les web analytics, on en fait beaucoup, c'est très intéressant. Le problème c'est que ça ne permet pas vraiment d'aller au fond des choses. Sans compter, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous en France, et le constat est général, c'est que la plupart du temps, les web analytics sont très mal posés chez nos clients. Donc en fait, ils ont Google Analytics, c'est mal posé, ils regardent les stats, mais leurs stats sont fausses. Et après, ils prennent des décisions stratégiques là-dessus.
Bon, donc, du coup, on ne peut pas vraiment faire confiance au Web Analytics. Les tests utilisateurs, en l'occurrence, nous, on en utilise beaucoup. Mais dans ce cas-là, c'était un peu compliqué parce que tester, en fait, des prix, des offres avec les tests utilisateurs, c'est pas très pertinent. On a du mal à demander aux gens ce qu'ils pensent du prix. En fait, ils vont vous dire n'importe quoi, ils vont vous dire c'est trop cher ou c'est pas assez cher, mais en fait, vous allez absolument rien apprendre. Donc, dans ce cas-là, c'était pas vraiment utile de faire un test utilisateur. Bon, d'autant plus qu'on connaissait déjà très très bien le site, on savait où étaient vraiment les problèmes, mais pas. Donc voilà, donc les tests utilisateurs n'étaient pas forcément indiqués. Donc là, on s'est plutôt livré à un travail un peu intello, j'allais dire, très classique pour ceux qui font de l'UX, évidemment, qui consiste vraiment à se projeter à la place de l'utilisateur, donc via des personas. Donc les personas, je ne sais pas si j'ai besoin de réexpliquer le concept, c'est vraiment des modélisations. Moi, j'aime bien appeler ça des petites marionnettes avec lesquelles on va pouvoir faire mumuse un peu. Et c'est vraiment la modélisation de la cible utilisateur. Je vous en ai mis deux qui sont assez proches. Et en fait, on va utiliser ces personas pour pouvoir, nous, en tant que spécialistes de l'expérience utilisateur et de gens du marketing, d'essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dans la tête des gens. Parce que c'est pas facile de le faire quand c'est vous-même, vu que vous êtes habitué au site. En plus, nous, ce site-là, on le connaissait par cœur, donc on voyait tous les défauts et on les voyait plus en même temps, donc c'était un peu compliqué de se mettre à la place des gens. Donc, on utilise ces outils-là, les personas, qui sont très utilisés en UX. Avec une difficulté supplémentaire quand même, c'est que on a des offres qui sont très disparates. En fait, on vend du HBR, qui est un magazine haut de gamme. En France, je crois qu'un numéro unique d'un HBR, c'est 16 €, quelque chose comme ça, peut-être même 20 €. Et à côté de ça, vous vendez du magazine d'abonnement, enfin du programme télé avec Télé Loisirs, ça coûte 50 centimes. Et évidemment, c'est pas du tout le même lectorat. Donc, comment vous faites en fait, et on verra après comment on a travaillé là-dessus, comment on fait pour résoudre différents parcours utilisateurs avec différents personas, avec des gens qui n'ont pas du tout acheté la même chose, mais tout ça sur un même site. Donc, on voit que la problématique est assez complexe. Et donc à partir du moment où on commence à travailler sur les personas, on va faire ensuite un deuxième travail qui est tout à fait corrélé au premier, qui est la création d'expérience map. Donc pour ceux qui font de l'UX, je ne vais rien leur apprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas, les expériences map, c'est vraiment des outils qui permettent tout simplement de scénariser un parcours utilisateur et d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent par rapport à un site, à une application, et parfois même d'ailleurs, c'est plutôt de plus en plus souvent le cas, à plusieurs types de terminaux. Parce que, comme partout dans le monde, je pense, aujourd'hui, le client web, l'utilisateur digital, il ne fait pas qu'aller sur un site pour acheter un abonnement. Il va aller d'abord, il va peut-être avoir le magazine entre les mains, voir les offres d'abonnement. Il va peut-être utiliser son mobile dans le métro parce qu'il a que ça à faire, de regarder les offres d'abonnement. Et il va peut-être finir par commander son abonnement, soit sur le site, soit en kiosque. On ne sait pas. Et en fait, ça, évidemment, c'est très très compliqué à analyser. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui qui existent pour mesurer tout ça. Donc on est obligé de l'imaginer et de se projeter donc, à travers ces personas et de déterminer ce qui se passe. Donc ce travail-là, je vous montre des exemples. Je ne vais pas les commenter dans le détail parce que d'une part, j'arrive pas à les lire parce que je suis myope et c'est écrit tout petit, donc je ne pourrais pas vraiment vous les lire. Donc je vous laisse le faire et puis je vous enverrai les slides plus tard. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en fait, quand on fait ce travail-là, ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens et de détecter les problèmes qu'ils vont pouvoir rencontrer. Et à partir du moment où on détecte un problème, nous, on va pouvoir apporter une réponse. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui s'est passé, alors, notamment dans le cas de Prisma, bon, je vous montre un deuxième parcours utilisateur avec notre deuxième persona. Ce que vous devez retenir, c'est les petits smileys. Ça, c'est pas difficile à comprendre, les smileys. Vous voyez qu'en fait, en général, les gens sont plutôt contents au début de la navigation et plutôt pas contents à la fin. Et ce travail-là, en le faisant avec les différents personas, ils ne sont pas tous là, il y en avait d'autres, c'est en fait répété assez régulièrement. Et on en a conclu qu'en fait, pour être prosaïque, les gens se faisaient chier, en fait, en gros. C'est-à-dire qu'ils arrivaient sur le site en disant c'est super, je vais m'abonner à un magazine, à Géo ou à Ça m'intéresse. Et en fait, on avait fait un parcours tellement complexe au début qu'on s'est rendu compte que les gens devaient vraiment s'ennuyer. Que en fait, même si tout était là d'un point de vue commercial ou marketing, en réalité, on n'enchantait pas le parcours client. Alors, j'aime bien utiliser ce mot-là, je ne sais pas si vous utilisez ce mot-là au Québec, mais on adore utiliser le mot réenchanter l'expérience client. J'ai entendu ça depuis 5 ans, comme si ça allait être magique de s'abonner à un magazine. Mais bon, c'est exactement ça, et c'est exactement ce qu'on a voulu faire. Donc comment on l'a synthétisé? On l'a synthétisé comme ça. Ça, c'est ce que je vous montre là.
c'est vraiment ce qu'on montre nous à nos clients, hein. C'est des slides. Là, ce que vous voyez, c'est vraiment des documents de travail bruts de décoffrage, hein, je ne les ai pas retouchés. Voilà. Donc, en fait, on a montré à notre client que ce qui se passait sur son site, c'est qu'on avait vraiment une perte d'attention, une perte d'intérêt, un ennui profond qui s'installait au moment de la navigation sur le site. Donc, je vous parle en plus que du site web, hein, je ne vous parle pas du mobile, parce que c'est encore une autre problématique. Et donc, ce qu'on lui a dit, c'est que, hop, il fallait redresser un peu la courbe, faire qu'elle soit un peu plus ronde, et que les gens s'amusent un peu plus. Donc voilà, l'idée, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai inventé, le type qui a fait le projet, c'est pas moi d'ailleurs, a bien réenchanté le parcours au niveau des choix de l'offre. Donc on avait besoin que les gens s'amusent un peu plus. En dehors de ça, bon, alors encore une fois document de travail, mais c'est intéressant de voir un peu comment c'est conçu. Vous voyez qu'il avait rajouté des objectifs du genre montrer que Prisma Media est l'éditeur officiel de ces marques. Ça, c'est un facteur extrêmement important. Donc, je sais que là, on parle plus du tout du X, on est carrément dans du marketing, mais ça se rejoint en fait énormément, mine de rien. Et voilà, typiquement, en fait, c'est vrai que les gens ne savent pas que Géo, c'est exactement le même éditeur que Ça m'intéresse ou que Télé Loisirs. Et du coup, on a un problème de positionnement de marque. En fait, en gros, on ne peut pas profiter du fait que les gens s'abonnent à Télé Loisirs pour les pousser à s'abonner à Géo. Parce qu'en fait, ils ne font aucune relation entre les deux. Donc là, il y avait aussi un travail à faire là-dessus. Et puis, il y avait aussi un travail à faire sur... alors ça aussi, c'est un terme, je ne sais pas si vous l'utilisez vous au Québec, mais nous, on parle beaucoup de rassurance. Je ne sais pas d'où ça vient ce mot, en fait, c'est pas vraiment du français. La rassurance, c'est vraiment le fait qui consiste à rassurer les gens, à faire qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils ne ressentent pas d'anxiété à commander sur un site. Et c'est extrêmement important, et notamment dans ce cas-là, parce que comme je vous l'ai montré juste avant, vous avez vu qu'en fait on ne comprenait rien aux offres. Et à partir du moment où on ne comprend pas quelque chose à une offre, on commence à se méfier et à se dire non, c'est pas clair. Si c'est pas clair, c'est qu'ils essaient de m'enfumer, donc j'ai pas forcément commandé chez eux. Donc on a vraiment besoin de faire un travail sur la rassurance, et je dirais qu'aujourd'hui c'est même un des points les plus importants pour la plupart des sites de e-commerce. Alors surtout ceux qui n'ont pas de notoriété ou ceux dont la marque est mal identifiée, parce que autant Prisma c'est un énorme groupe très très connu, autant aux yeux du grand public, c'est pas du tout connu. En fait, si vous dites Prisma à quelqu'un, en fait, les gens savent pas qui est Prisma. Ils connaissent toutes les marques sauf la marque de l'éditeur. Donc ce que je vais vous montrer ensuite, c'est un peu le détail. Vous allez voir, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment des documents de travail que je vais vous montrer. Mais ce que vous allez voir, c'est vraiment le détail des recherches qu'on a faites pour justement réenchanter cette expérience utilisateur. Il y a un travail qui a été fait sur l'émotion. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui étaient là cet après-midi, j'ai fait une présentation plus sur l'émotion, comme vraiment vecteur d'augmentation de l'attention, d'augmentation de la mémorisation, d'augmentation de la motivation. Quand vous utilisez en fait l'émotion, vous êtes capable vraiment de donner des super pouvoirs à vos utilisateurs, vous êtes vraiment capable de les transcender, de les transformer, d'en faire des utilisateurs bien captifs, bien prêts à consommer. Et du coup, c'est une bonne arme en fait pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup utilisé. Et nous, quand on fait ce genre de travail pour un site comme ça, évidemment, ça passe par énormément de benchmarks, d'études. On voit un peu ce qui se fait par ailleurs et dans tous les domaines. Donc pas du tout que dans là ça s'anime, c'est ce que je voulais vous montrer, pas du tout que dans la presse, parce qu'il faut savoir qu'en plus les sites de presse, il n'y en a pas tellement, hein, ni en France ni dans le monde, donc c'est un peu compliqué de trouver de l'inspiration. Et donc voilà, on a cherché un peu partout tout ce qui pouvait être intéressant, tout ce qu'on pouvait réutiliser. Là c'est sur, je ne sais pas quel est ce site, en fait c'est un site de mode, mais vous avez vu, vous avez des petits effets d'animation qui sont vraiment très sympas, notamment il y a une photo en noir et blanc, et non, c'est pas celle-là, je crois qu'on l'a vue avant, et qui amène vraiment de la surprise, par exemple. En fait, les gens s'attendent pas à voir ça. On voit, je crois, une femme qui claque des mains ou qui tape des mains à un moment donné. Ça, c'est des petites choses comme ça qu'on recherche. C'est pas facile à trouver. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, ça, c'est vraiment bien d'insérer ce genre de truc dans une page parce que du coup, vous créez de la surprise, de l'attention chez les gens et vous faites la différence avec vos concurrents qui ne le font pas. Autre type d'inspiration aussi, mais toujours dans le même ordre d'idée, en fait, des sites comme ça. Alors là, je ne sais pas sur quel... je ne sais pas quel est ce site en fait. Peut-être que vous arrivez à le lire, moi j'arrive pas à le lire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont utilisé, vous savez, ce fameux effet Ken Burns. Hein, pour ceux qui ont un Mac, ils connaissent tous l'effet Ken Burns, qui peut vous permettre de faire des magnifiques diaporamas. Et ben là, on retrouve exactement le même effet sur ce type de site. Donc typiquement, ça c'est aussi des choses qu'on va rechercher pour améliorer l'expérience utilisateur. Encore un autre exemple, et puis après j'arrêterai avec tous ces exemples, mais
Voilà, encore une fois, ici, qu'est-ce qu'on peut... bon, ça, c'est un lookbook dans la mode. Est-ce qu'on peut réexploiter ça pour du magazine? La réponse, évidemment, c'est oui. Mais voilà, a priori, ce n'était pas évident qu'on aille chercher des exemples aussi loin dans ce domaine-là. Et un autre exemple pour finir, parce que celui-là, il nous inspire beaucoup, c'est un site, je ne sais pas si vous le connaissez. J'espère que ça va bouger. Oui, ça bouge déjà. C'est Beoplay. Donc vous voyez qu'il s'agit de vente de casques audio. On est sur du haut de gamme, mais il y a eu un magnifique travail d'animation qui a été fait, très inspirant. Alors évidemment, il n'est pas question de recopier tout ça intégralement. D'abord parce que ça coûte très très cher. Ensuite parce que c'est vraiment adapté à un site avec très très peu de produits. Mais vous voyez en fait tous ces effets de surprise, toutes ces images, toutes ces photos. Tout ça, on l'a montré à notre client et voilà, bon, il a dit si vous nous faites un truc comme ça, on est ravis. Nous, on lui a dit on va pas vous faire un truc comme ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de s'en inspirer. Donc voilà, et puis un petit exemple, et après j'arrête avec mes exemples. Celui-là aussi, vous voyez, en fait, ce qui est surtout intéressant de retenir là-dedans, c'est les effets de surprise qu'on est capable de créer. Là, par exemple, en fait, on va avoir une image qui s'affiche dans l'écran, et ça, contrairement à l'exemple précédent, c'est très très facile à faire. Enfin là, pour ceux qui maîtrisent un peu Photoshop, vous voyez, ça c'est pas plus d'une heure de travail, je pense. Voilà, c'est pas très très compliqué. Donc c'est des choses qu'on peut faire. Donc ça, c'était vraiment le besoin d'aller voir ailleurs ce qui se faisait. On a beaucoup d'expérience, mais on n'a jamais la prétention de dire on sait comment il faut faire. On a toujours besoin de se nourrir. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie du travail de l'UX, d'être en permanence en veille et de se nourrir de ce qu'on peut trouver sur le web. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, une des difficultés qu'on avait eues avec ce projet-là, même si on connaît bien ce client, c'est la diversité des marques et des produits. On ne s'adresse vraiment pas aux mêmes personnes. Autant sur un site, je dis n'importe quoi, mais bon, sur Amazon, c'est évident. Je veux dire, sur Amazon, vous vous adressez à des millions de personnes, c'est pas un problème, vous pouvez vendre à peu près tout de la même façon. C'est pas très gênant. Là, on n'a que 26 produits, mais vous vous adressez vraiment à des populations très très différentes. Et du coup, on s'est dit, on ne peut pas faire une seule fiche produit, on ne peut pas faire une seule manière de répondre à la demande. Donc, comment on va faire en fait? Alors, quand on a lancé ce projet-là, alors je ne sais pas où vous en êtes vous aussi au Québec, je n'arrête pas de comparer les deux, mais c'est toujours une vraie interrogation. Aujourd'hui en France, il y a un énorme marché qui s'est développé sur la personnalisation. Donc vous avez des prestataires qui vous vendent des solutions de recommandation, de personnalisation, basées ou pas sur l'intelligence artificielle, etc. Et ça c'est un projet qui date d'il y a 1 an et demi. Hein. Si à l'époque on avait pu, on aurait eu tendance à utiliser assez facilement ces outils-là. Donc nous on n'a pas pu. Et du coup, on a dû travailler en collaboration avec l'informatique et leur proposer d'abord cette première chose. Donc l'idée, c'était de se dire comment on va faire. Alors je rappelle la question en fait au départ, c'était comment on va faire pour réenchanter l'expérience utilisateur. Donc nous, on est parti de la fiche produit et on s'est dit on va rajouter, c'est la conclusion de tout ce que je vous ai montré avant, on va rajouter des contenus éditoriaux, des jolis contenus, des belles photos, des vidéos, on va faire rêver un peu les gens. Et toute la question était de savoir mais à quel moment on le fait et quand est-ce qu'on intègre ces fameuses pages de réenchantement qui vont faire rêver les gens et qui vont aller faire s'abonner. Donc l'idée, c'était justement... bon, ça c'est un exemple en fait de choses qu'on montre aux clients. Je vais avancer tout de suite à la slide suivante qui est plus parlante. En fait, c'est ça que je voulais vous montrer qui est vraiment l'idée importante. C'est qu'en fait, on s'est dit, on va construire des tas de petits modules, en fait des morceaux d'interface, comme vous avez vu auparavant. Et en fait, en fonction du magazine, on va moduler la page produit. Donc en fait, pour chaque marque, on aura une page différente. Et ce n'est pas nous qui allons les gérer, c'est les responsables produits. Donc c'est eux qui vont décider de comment ils vont mettre en œuvre leur page web. Donc ça c'était vraiment indispensable parce qu'on ne pouvait vraiment pas faire la même chose pour toutes les marques. Bon après, je vais rentrer encore plus dans le détail, mais si ça vous ennuie, je passerai très vite parce que c'est assez pointu, enfin, pas pointu, mais ça va un peu loin dans le détail, mais pour vous montrer jusqu'où on pousse la réflexion. Je vous montrerai après d'ailleurs aussi le vrai site pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble, parce que là c'est un peu subjectif, enfin un petit peu, vous êtes obligé de faire un peu appel à votre imagination pour vous rendre compte, mais on s'est posé des tas de questions, notamment sur la façon dont on allait intégrer le header du site, est-ce qu'on allait le mettre dans la fiche produit ou pas dans la fiche produit, et vous voyez, il y a toutes ces interrogations-là sont posées en fait sur les maquettes comme ça qu'on a fait, et ça permet aux clients
Et ça, c'est très important quand même, je le précise. Ça permet aux clients de se faire une opinion et de trancher. Parce qu'un des gros problèmes qu'ont nos clients, et ça c'est normal, c'est qu'en général, on leur présente des trucs et ils ne savent pas franchement s'ils doivent dire bleu ou rouge ou noir. Ils ont toujours du mal à se projeter. Donc là, quand on fait ce travail-là et qu'on leur montre ce genre de maquette, vous voyez qu'on intègre des interrogations, des questions. On leur dit, voilà, si on fait ça, l'avantage c'est ça. Si on fait ça, l'avantage c'est ça. Et on leur montre aussi les inconvénients. Et du coup, ça leur permet de mieux comprendre et de mieux trancher. Alors, vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, vous faites plusieurs propositions. Pourquoi vous ne faites pas des tests AB ou des tests multivariés ? Alors, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire, et c'est ce que je vais vous montrer après, mais on ne le fait pas forcément non plus, parce que des fois, on se rend compte que mettre en place les tests, c'est très compliqué, ça peut être très long. D'ailleurs, ce n'est pas un site où il y a beaucoup de trafic, donc les tests parfois durent assez longtemps. Donc du coup, on est obligé de faire des choix sans connaître vraiment le résultat d'avance. Donc, vous voyez un peu jusqu'à quel point a été menée la réflexion. Vous voyez que c'est quand même assez fin, on va quand même assez loin, on va vraiment beaucoup dans le détail. Rajouter à ça, donc nous, on est une agence du X, mais on intègre des ressources de design chez nous. Pourquoi ? Parce que pour nous, le design, évidemment, c'est aussi de l'UX. Il ne s'agit pas de rendre des maquettes et des wireframes, parce que sinon, ce serait évidemment pas possible pour les utilisateurs finaux. On a aussi besoin de faire du design. Et donc là, pareil, on a créé les maquettes. Et pour vous montrer en fait à quel point donc on a poussé ce souci du détail, de l'émotion, etc. Vous voyez par exemple, alors là pour le coup on a vraiment pompé Airbnb, mais c'est pas grave parce que comme c'était une bonne idée, on a fait comme eux, on a mis des vidéos en fond d'écran. Alors je vais vous dire tout de suite à titre perso, j'aime pas trop cette vidéo parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop sombre. Mais le client l'a bien aimé, donc on l'a mise comme ça. Et voilà, en fait, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'en fait, quand les gens vont arriver sur une page comme ça, plutôt que de voir une simple couverture de magazine, ils vont voir un univers, ils vont voir, alors là c'est la mer, c'est les rochers, etc. Donc on lui évoque des choses, on le fait partir dans un trip en quelque sorte, et du coup on l'accroche plus facilement. Donc c'est important d'avoir ce genre de choses en haut de page, parce que du coup vous créez de l'attention, et c'est ce qu'on veut, c'est avoir l'attention des gens. Vous savez qu'aujourd'hui de plus en plus on parle d'économie de l'attention dans le monde du numérique. C'est extrêmement compliqué de capter l'attention des gens, donc ça fait partie des malheureusement pauvres moyens qu'on a sur le web, parce qu'on n'est pas très riche sur le web pour capter l'attention des gens, mais on fait ce genre de choses. On a déroulé le projet, je vous montre un peu les maquettes, mais pour vous montrer que c'était assez titanesque. Ça, c'est juste une page pour une marque. On l'a fait ça 26 fois de suite. Donc vous voyez qu'il fallait qu'à 26 fois, on décline cette maquette-là. Vous voyez la version web, et évidemment, on a fait la version mobile en même temps. Il n'y a pas de version iPad. Alors pourquoi ? Parce que... en fait, on s'est rendu compte, ça, du coup, c'est les stats qui nous l'ont dit, les versions tablettes ne sont pas très utilisées sur ce site-là. Donc on ne s'est pas trop fatigué, on s'est dit on va utiliser la version desktop et ça ira pour la version tablette. Par contre, il y a une vraie version mobile parce que en France, comme aux États-Unis et j'imagine comme ici, on a une véritable explosion du trafic mobile sur les sites de e-commerce. Alors là, je peux vous citer quelques chiffres, mais par exemple, en France, le trafic mobile sur les sites de e-commerce, il est en moyenne à 20-30%. Et en termes de taux de transfo, alors c'est très faible. On est à 2,5% des transactions totales. Donc ça reste très faible parce que les gens ont beaucoup de mal encore à commander sur mobile. En tout cas, en France, c'est comme ça pour l'instant. Donc voilà, vous avez les deux types de maquettes. Si vous êtes vraiment un expert UX, vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas d'abord fait les maquettes mobile first ? Non, nous on ne fait pas comme ça. On fait d'abord les desktops et puis ensuite on fait le mobile. Là, pourquoi ? Sans doute parce qu'on connaît très bien le site et qu'on n'a pas besoin de penser au mobile d'abord. Donc on pense d'abord desktop. C'est un peu comme ça. Je vous montrerai après le résultat en live, mais vous pouvez déjà aller le voir si vous êtes connecté sur prismashop.fr. Juste pour finir cette... En fait, j'ai été très rapide, mais tant mieux. Juste pour finir sur cet aspect des choses. Donc vous avez vu en fait qu'on a créé des nouvelles pages. J'ai peut-être pas très bien expliqué ça, mais les pages que vous avez vues, c'est des nouvelles pages qu'on a créées, qui sont des pages donc éditoriales où on met beaucoup de blabla, beaucoup de photos, des vidéos, etc. pour attirer l'attention des gens et les garder sur le site en fait, pour capter leur attention. Mais c'était pas suffisant et comme je vous l'ai dit au début en fait de cette présentation, on s'est rendu compte que on s'est rendu compte, on le savait déjà, que les offres étaient extrêmement mal présentées.
Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a fait pour arriver à un nouveau résultat. Par contre, comme je vous disais, dans le cas des offres, on a fait quand même des tests AB et des tests multivariés. On avait vraiment besoin de se forger des convictions, parce que là, on est sur un point stratégique du site. Hein, c'est le moment où les gens choisissent une offre et on veut savoir ce qui marche le mieux et ce qui marche pas. Donc là, on a testé 2 versions de page. Alors, vous voyez à gauche, hein, c'est l'ancienne version. Quels étaient les défauts de l'ancienne version? Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, en gros, on n'arrivait pas à comparer les différents prix à cause des réductions. On n'arrivait pas bien à voir ce qu'il y avait dans les offres. C'est des offres qui sont compliquées. Parce qu'en fait, en gros, jusqu'à une certaine époque, hein, quand les gens s'abonnaient à un magazine, ils s'abonnaient à un magazine papier, puis ils le recevaient dans leur boîte aux lettres. C'était pas très compliqué. C'était même très simple. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous pouvez vous abonner à un magazine papier, mais aussi vous abonner à la version numérique. Les versions numériques, vous pouvez l'avoir en continu, d'une certaine manière, gratuit, comme sur Le Monde, par exemple, mais vous pouvez aussi payer chaque numéro. Donc tout ça, ça crée des offres compliquées. En plus, il y a des offres étudiants. En plus, sur certaines marques, il y a des numéros supplémentaires. Sur HBR, par exemple, tous les semestres, on a un numéro spécial. Donc tout ça, c'est ça a l'air bête comme ça. Quand on vous l'explique à l'oral, vous allez comprendre très facilement. Par contre, sur un site web, c'est vraiment compliqué à expliquer. Vraiment, ça a l'air bête, mais c'est vraiment compliqué. Donc on était vraiment paumé là-dessus. On a proposé la maquette de droite. Alors après moult réflexions, on n'est pas arrivé du résultat de l'un à l'autre. Je peux vous dire qu'il y a eu au moins 8 versions entre la version A et la version B. Et ensuite, on a fait un test AB. Alors, très classique, hein, là, il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire dans la mise en place du test AB. Voilà, là, je vous partage vraiment les résultats tels que nous, on les a eus. Je ne vous donne pas le chiffre d'affaires parce que je pense que mon client ne serait pas forcément très content qu'on le divulgue. Mais quelques indications cependant. Ce qui était intéressant, c'était de voir que... Alors je vais le dire en même temps parce que comme je ne connais pas par cœur le projet, on avait une diminution du taux de rebond. Ça, c'était important en fait sur les fiches produits. Les gens accrochaient mieux, donc ils restaient plus longtemps, ils repartaient pas aussi vite. On a mesuré après que c'était dû aussi notamment au fait qu'ils arrivaient par les pages éditoriales. Donc quelque part, on avait un peu mieux préparé leur cerveau à aller voir les offres et du coup, ils accrochaient un petit peu plus. Donc ça, c'était assez intéressant. Alors, on a aussi remarqué que, assez curieusement, depuis les fiches produits, donc quand les gens arrivaient par cette page-là, ils allaient moins voir les pages édito que les gens qui rentraient par la page d'accueil du site. Par contre, on s'est rendu compte que les gens qui passaient par la page édito, en général, ils achetaient plus, ils convertissaient plus. Donc ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est pas tellement qu'on a un échec, c'est plutôt qu'on s'est rendu compte qu'on a requalifié notre trafic et que finalement, on transforme et on vend plus avec moins de trafic. Donc ça devenait vraiment intéressant pour le client aussi de voir ça. Au niveau des statistiques, je vous fais juste, alors là c'est une petite parenthèse de rien du tout, mais pour ceux qui sont familiers avec les tests AB ou les tests multivariés, vous savez que les résultats sont jamais très simples à lire. En fait, ils sont assez compliqués et en général, il faut quand même aller bien creuser dans les données pour comprendre ce qui se passe. Donc là, je vous montre en fait ce qui était, que je dise pas de bêtises, l'ancienne fiche produit, ou la nouvelle fiche produit. Donc ce qu'on a remarqué en fait, c'est qu'évidemment on avait des meilleurs taux de clics vers la page édito. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, mais j'arrive pas à le lire, donc j'ai l'air d'une andouille. Ce qui est d'autant plus que les visiteurs ne convertissent pas. Enfin bon, vous verrez toutes ces slides-là. Tout ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, tout le travail qu'on a fait a été relativement positif en fait sur les taux d'abonnement et aussi de réabonnement. Donc ce qu'il faut retenir au global, c'est que le travail qu'on a fait sur l'éditorialisation des fiches produits a été très bénéfique. Donc il faut bien comprendre une chose, hein. En fait, on a rajouté une page dans le site, on a rajouté une page éditoriale, donc on a rajouté une étape en fait. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas parce qu'on rajoute une étape dans un processus que ça va moins bien marcher. Au contraire, là, ça marche mieux parce qu'en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mieux préparé les gens à acheter. Et ça, c'était vraiment important. Et du coup, là, je vous demanderai de me croire sur parole, mais vous pouvez quand même aller voir sur les sites qui vendent de l'abonnement en France. On a vraiment, avec Prisma, un site qui est différenciant parce que c'est le seul vraiment qui raconte une histoire autour des différents magazines. Pour ceux qui étaient là cet après-midi, raconter une histoire, c'est un des moyens d'engager des gens et d'avoir plus d'attention. Je vais quitter rapidement la presse pour vous montrer en fait le résultat final. J'espère que je n'ai pas paumé ma connexion entre-temps. Ah oui, alors, évidemment. Attendez, comment on va faire ça? Voilà. Je sais pas si je vais bien y arriver parce que je vois pas trop ma souris. Ouais, alors là c'est la cata, je vois plus rien du tout. Je vois pas ma souris et je sais pas si je vais pouvoir récupérer ma syllabe là. Donc ça c'est le site Prisma Shop. Donc. Page d'accueil. Toutes les marques sont présentées.
Alors évidemment, imaginez bien que en fait, la plupart du trafic n'arrive pas sur cette page d'accueil. En fait, ça c'est une page qui est importante, mais vous avez toutes les offres qui sont présentes. Et donc des marques, alors je ne sais pas si vous connaissez Néon par exemple, mais c'est un magazine qui est super prisé en France. C'est un truc qui s'adresse aux 25-30 ans, c'est hyper branché, il y a plein de bons plans, plein de trucs sur la mode, etc. Alors que par exemple Néon c'est aux antipodes de Télé Loisirs ou de Ça m'intéresse, quoi. Donc on a vraiment un lectorat très particulier. Et si on fait un petit tour sur la page éditoriale de Néon, donc voilà le résultat. Vous voyez, c'est pas forcément très gai. Et encore une fois, c'est pas moi qui ai fait les choix. Donc, mais c'est ça qui est bien, c'est que en fait, les choix sont vraiment faits par les utilisateurs au final. Et donc, vous voyez en fait à quoi ressemble une page finale. Donc, on a le mot de la conceptrice, enfin de la responsable éditoriale, la rédac chef. Et voilà en fait comment sont construites les pages. Vous voyez des petites animations, c'est tout doux. Alors, on n'a rien inventé là-dedans. Hein, c'est des trucs que vous pouvez voir à droite, à gauche sur le web. Mais vous voyez comme on a multiplié les contenus, comment on peut se balader sur le site, avant d'arriver même, donc apparemment on a même une vidéo ici, et vous voyez, avant d'arriver sur l'offre, tout ce qu'il y a à voir avant. Et c'est assez étonnant, mais c'est pas parce qu'il y a autant de trucs à voir avant que les gens achètent moins, au contraire, ils achètent plus. Et je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous montrer les autres sites parce que vraiment je ne vois pas la souris, alors non seulement je suis myope, quoique... Il est où le bouton retour? C'est ça, non? Bon, c'est pas ça. Ah, voilà. Ah, alors ça, c'est l'horreur, ça, les popines. Bon, allez, on va laisser tomber parce que ça m'énerve. Et donc, juste pour terminer, voilà. Ça, c'est notre client à la fin. Alors, c'est pas lui, en fait. Ça, je sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un de content. Voilà, donc... on n'a pas les résultats, alors je vais vous dire un truc, c'est assez amusant, on n'a pas les résultats en fait vraiment concrets de tout ce qu'on a fait parce que justement notre client n'a pas bien posé ses web analytics et du coup on n'est pas capable de dire vraiment précisément les résultats. Bon, après on a les chiffres des ventes et on sait que les choses se sont quand même améliorées. Voilà, je voulais vous montrer tout ça pour vous montrer un peu à quoi ressemble le travail au quotidien d'une agence UX parce que je trouve que c'est assez important et pour vous montrer finalement que c'est pas... contrairement peut-être à ce que beaucoup de gens pensent des fois, c'est pas forcément que un truc intellectuel, il y a vraiment une démarche, il y a des process qui sont à respecter, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de temps passé, beaucoup d'interrogations, et au final, pour arriver à un bon résultat, c'est beaucoup de tâtonnements. Et ça, c'est vraiment important de le retenir parce que c'est souvent pas quelque chose qui est facilement accepté dans les équipes marketing qui aiment bien aller très très vite au but. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas une méthode pour arriver à un résultat. Il n'y a pas que les web analytics, il n'y a pas forcément les tests utilisateurs. Il y a plein de méthodes. C'est un travail qui est assez long à faire, qui se fait en grande proximité avec le client. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu, c'est des choses qu'on a montrées au client. Et il a dit oui, j'aime pas, oui, j'ai envie de faire ça, non, j'ai pas envie de faire ça. On a beaucoup discuté. Et au final, on a produit des maquettes. Et après, ce qui se produit dans beaucoup d'agences, c'est quand vous livrez les maquettes, vous passez par la phase informatique. Et là, il peut encore s'écouler beaucoup de temps. Et au final, on arrive à un résultat. Donc il faut, là je sais plus, je crois qu'il a fallu 3 mois en tout pour faire ça. Donc c'est un peu long, mais c'est gratifiant et donc on est vraiment très content de l'avoir fait. Voilà, et donc c'était ça que je voulais vous montrer et j'espère que ça vous a plu, autant qu'aux équipes qui l'ont fait, parce qu'encore une fois, c'était pas moi qui étais derrière tout ça. Mais en tout cas, notre client était vraiment, vraiment très content. Voilà. Et ben c'est tout pour ce soir. Donc vous allez pouvoir retourner à vos bières et moi aussi. Je vous souhaite une excellente soirée.